je vais d'abord réécrire ici le sujet dans le chat. Donc, la décroissance peut-elle être compatible avec l'État-providence? Alors moi, déjà, la première chose qui m'a choqué, c'est qu'ils ont quand même réussi à ne pas mettre d'accent, de majuscule à État. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Ah non. Mais bon, c'est quand même un peu curieux pour un sujet qui fait une phrase. Ça fait un peu désordre, mais bon, évidemment, il s'agissait de l'État-providence et pas de l'État de la Providence, mais bon, bref. Donc c'est un peu curieux d'ajouter la majuscule quand même. Bon, alors vous avez visiblement une fan, en l'occurrence, David. En la personne d'Inat, que je salue d'ailleurs, puisqu'elle écrit également pour Major Prépa. Donc bon, alors ça c'était la première chose. La deuxième, c'est qu'effectivement, on avait publié une vidéo sur la décroissance 2 jours avant, donc là on va nous accuser de haute trahison ou de complicité. Mais pour le coup, c'était vraiment un heureux hasard, et puis c'était un partenariat qu'on voulait faire avec le magazine Pour l'Écho. Donc comme quoi, Pour l'Écho a eu le nez plutôt creux sur cette histoire, parce que c'était leur numéro d'avril, la décroissance, et effectivement, c'est un sujet assez complexe, dans la mesure où, je pense que David le dira, c'était la définition même, ou les définitions à donner de la décroissance, étaient loin d'être évidentes. Et puis aussi, c'était la première année pour le sujet HEC et SEC, puisque c'était la première année, effectivement, de la fusion entre les deux épreuves. J'ai un peu damé le pion, mais David, je te laisse peut-être continuer sur. Merci Dimitri, merci Frédéric. La première chose que j'ai envie de dire sur le sujet, indépendamment du E majuscule, c'est vrai qu'on sanctionne normalement en prépa, donc on rabâche, ça fait partie des choses qu'on rabâche beaucoup, bien distinguer avec une majuscule ou non, mais passons. C'est un sujet extrêmement difficile. Je vais tâcher d'expliquer pourquoi. Pas seulement pour le fait que les termes admettent plusieurs exceptions, sens restrictif ou sens large, mais tout simplement parce que moi, ça m'a évoqué trois choses. Si vous voulez. La première chose, c'est que la notion même de décroissance est une notion très discutable. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. C'est-à-dire c'est une notion très imprécise et qui d'ailleurs à l'origine n'est pas une notion économique, qui vient d'écrits ou d'essais qui ne sont pas commis ou le fait d'économistes. Cependant, du fait de cette notion qui est complexe, ça rend le sujet vraiment passionnant. Passionnant au sens où il va falloir argumenter, il va falloir faire preuve d'un pouvoir de conviction très élevé pour défendre des idées forces. Mais de fait, c'est mon troisième point, ça le rend extrêmement difficile, notamment parce que comme c'est un sujet, vous l'avez dit, vous en avez parlé, c'est un peu un sujet, on en parle, sur la base justement de cette expression de décroissance qui elle-même ne me semble pas du tout rigoureuse en économie, d'un point de vue économique, j'entends. Donc un sujet très difficile, passionnant, je répète, mais je commence par le côté un peu discutable de la définition que vous avez dû rechercher tous. En fait, déjà, il y a un premier piège qui est tendu, qui est des auteurs comme Georgescu Rogen et le Club de Rome, ou ceux qui ont participé à Rapport Meadows, parce qu'en fait, ils ne parlent pas de décroissance, mais d'un halte à la croissance, qui n'est pas du tout la même chose, plutôt une croissance zéro, comme on veut. Et donc, dans quelle mesure est-ce que c'est déjà hors sujet de dater, si vous voulez, le traitement du sujet à partir des années 70? Je dirais que ce n'est pas complètement hors sujet, mais quand même, ce n'est pas une notion qui vient de ces économistes-là, qui s'inquiétaient de la raréfaction de certaines ressources. C'est beaucoup plus une notion qui vient de la philosophie, en fait. C'est-à-dire que la notion de décroissance, on la trouve chez Ivan Illich, chez André Gortz, chez le pape, pardon de le dire, on la trouve chez des journalistes et on la trouve énormément dans des courants politiques qui d'ailleurs vont de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et c'est pour ça que quand j'ai vu cette notion utilisée, alors que on aurait pu privilégier des notions plus économiques, je me suis dit, c'est à la fois formidable, je trouve, de la part du concepteur du sujet d'avoir osé l'utiliser, et de se dire, je vais les mettre en difficulté et puis on va voir ce qu'ils en font. Mais en même temps, en 4 arts, sachant que le terme est accolé à une autre expression, donc État-providence, qui, elle non plus, n'admet pas du tout seulement une exception, ça rend les choses vraiment... C'est-à-dire qu'on peut passer 7 heures sur le sujet, je pense. Sur le premier point, si vous voulez, le problème de la décroissance en tant que telle, dont on parle beaucoup, c'est que
Alors qu'on critique beaucoup aujourd'hui chez les préparationnaires ou les jeunes étudiants, ce que j'appelle les définitions du pour moi, c'est-à-dire oui, mais pour moi, ça veut dire ça. Le problème, c'est que le terme de décroissance, les auteurs qui en ont parlé se sont un peu appropriés. Et ils en ont fait tout de suite une notion qui est normative, c'est-à-dire ce qu'on entend en général par décroissance, c'est pas du tout un résultat, ce qui est le cas pour la croissance. La croissance, c'est un résultat, on en parle beaucoup comme un objectif, mais c'est bien un objectif que, en fait, parce qu'on estime que ce qu'elle génère plutôt positivement en termes d'emploi, de réduction des inégalités potentiellement, d'augmentation des salaires, etc., est plutôt bénéfique. Mais elle n'est que le résultat de la consommation, de l'investissement, des exportations ou des dépenses publiques. Tandis que la décroissance, c'est une notion dont des auteurs ont choisi dès le départ d'en faire une notion normative. En fait, il s'agit plutôt de souligner deux choses. Une action de l'État en faveur d'une décroissance, voire une planification d'une décroissance, ça va être le contexte très actuel du sujet, parce que je pense qu'il y a un lien avec le retour de la planification dans ce sujet, mais d'une certaine forme de planification. Et puis, la deuxième chose, au-delà de cet aspect normatif, c'est qu'elle pointe du doigt la consommation, surtout. Or, la croissance, c'est pas du tout seulement le fruit de la consommation, mais aussi et surtout de l'investissement. Et puis, je le disais tout à l'heure, des exportations, de la dépense publique aussi. Et donc, la question est de savoir si on va traiter le sujet sous l'angle, est-ce qu'il faut impulser une modération de la consommation, et c'est en fonction de ça qu'on va traiter le sujet vis-à-vis de l'État-providence, ou est-ce que plus largement on l'étend à l'investissement, et là c'est plus du tout le même sujet, est-ce qu'il s'agit de réduire l'investissement aussi pour s'interroger sur l'État-providence, et par ailleurs, on sait que les facteurs de la croissance, si maintenant je laisse de côté les fonctions, mais plutôt les facteurs, c'est quand même l'accumulation de capital, l'emploi et le progrès technique. Donc, est-ce que le sujet porte sur la réduction de l'emploi, la réduction de l'investissement à nouveau, mais aussi une sorte de frein au progrès technique? On imagine que non, évidemment, mais ça vous montre déjà un peu quelle difficulté devait être celle des préparationnaires ce matin, rien que sur le terme de décroissance, parce que pour l'instant, je n'ai parlé que de ça. Et une fois qu'on s'est posé ces questions-là, ensuite surviennent d'autres questions qui me paraissent très, très importantes. La première, c'est est-ce qu'une réduction de la consommation, si on part d'une définition plutôt stricte de la décroissance, implique nécessairement une baisse de la croissance? Parce que là, dans la définition qu'ont donnée des auteurs plutôt philosophes, je le répète, ou alors vraiment tel qu'on en parle au café du coin, mais ce qui n'est pas normalement le propos pour nous, c'est plutôt, ben voilà, il faut réduire la consommation, mais il n'est pas du tout garanti que la réduction de la consommation, si on ne traite pas de la question de l'investissement, soit forcément une décroissance, au sens d'une croissance négative, pour faire simple. La deuxième question qui se pose, et c'est à mon avis là où on va rentrer dans des choses fondamentales et les bonnes copies, c'est mais de quelle consommation parle-t-on? Si on parle bien de consommation, la consommation globale, la consommation par habitant, mais si oui, de quel type d'habitant? La consommation de quoi? Des cigarettes, des instruments de musique, les violons, les violoncelles, des livres, ou alors de l'électricité. Ça n'engage pas du tout la même chose du point de vue de l'État-providence. Est-ce que, parce que c'est utilisé chez des auteurs comme Gortz, on s'interroge sur les besoins non nécessaires? Très bien, mais qui définit les besoins nécessaires et les besoins non nécessaires depuis Épicure? C'est pas si simple. Est-ce que la décroissance, c'est un phénomène qu'on souhaiterait partout, tout le temps? Sur quel horizon temporel? Plutôt à un endroit plutôt qu'à un autre? Ou à quel type d'état-providence on fait référence? Et puis une question exceptionnellement simple, mais une décroissance de combien? De 0,1 ou de 10%? En fait, est-ce que lorsque des gens parlent de décroissance jusqu'à une période très récente, ils en parlaient de manière économique, c'est-à-dire quand même assez concrète et pas seulement abstraite comme une notion, on va dire plutôt philosophique, ou est-ce qu'on en parle vraiment à l'inverse, si vous voulez, de la croissance, comme d'un objectif qu'il s'agirait de se fixer en fonction de certains critères? Ça vous donne déjà une idée de la difficulté au départ du sujet.
Et il est d'autant plus difficile qu'intervient la notion d'État-providence. C'est-à-dire que l'État-providence, déjà, il y a plusieurs exceptions aussi. Au sens strict, si vous voulez, c'est la manière dont un État va participer à la prévoyance sociale, à la prévention des risques ou à la couverture de ces risques. Donc les risques de chômage, les risques de maladie, les risques de vieillesse, évidemment. Mais vous avez évidemment une acception élargie de l'État-providence qui en fait de cet État quelqu'un qui va aussi, un acteur, pardon, qui peut aussi avoir à gérer la conjoncture, à agir pour réduire les inégalités, pour réduire la pauvreté, et bien évidemment le risque environnemental, qui est le risque du moment. Or, quand la question de la décroissance est arrivée, c'était quand même dans les années 70, et c'est vrai qu'immédiatement, il y avait la question environnementale qui se posait. Donc on imagine que c'est évidemment plus une exception large qui devait être privilégiée, mais ensuite reste la question des pondérations, parce que l'État-providence, c'est quand même beaucoup de fonctions différentes. Donc comment est-ce qu'on va gérer ces pondérations-là dans la dissertation? C'est complexe. Sachant qu'à cela s'ajoutent 3 choses qui me semblent assez importantes, c'est qu'il n'existe pas un type d'État-providence, mais plusieurs. Donc en fait, c'est ce qu'on traite le sujet sous l'angle de l'État-providence, dont qu'on qualifie de fondé sur un modèle conservateur corporatiste, européano-continental, appelons ça comme ça, financement par des charges de la protection sociale, ou alors un modèle d'État-providence plutôt libéral, ou plutôt scandinave, ou plutôt méditerranéen. C'est une question à se poser, ou au moins à se poser sans forcément ensuite traiter tous les cas. Est-ce qu'on reprend la typologie de Rosanvallon, qui est intéressante, parce que l'État-providence ici dans le sujet, ça peut être la question du financement de l'État-providence, ça peut être la question de l'efficacité du rôle d'État-providence, voire la question de la légitimité. Ça commence à faire beaucoup, si vous voulez. Et puis, par ailleurs, cet État-providence, on peut se demander si on s'interroge surtout sur l'allocation de ressources, sur la redistribution de ressources, voire sur la régulation de l'activité. Donc, ça fait quelque chose d'extrêmement complexe. Donc, c'est un formidable sujet, je trouve, mais quand même très difficile à traiter en 4 heures pour de jeunes préparationnaires qui ne peuvent... Et pardon, je vais le dire d'une façon qu'il ne faut pas du tout prendre comme désobligeante vis-à-vis de ce qu'on fait au lycée, mais qui ne peuvent, à mon sens, pour avoir une bonne note, pas du tout le traiter comme on le fait au lycée. Sans quoi, on n'aura pas démontré grand-chose. On va surtout faire ce que j'appelle, et c'est quelque chose contre lequel j'essaie vraiment de me battre, on va surtout faire du jacadi, un tel dit que, etc. Mais c'est pas ce qui nous intéresse, et je ne pense pas que ce soit du tout l'esprit attendu des correcteurs. Ce qu'ils vont attendre, c'est une vraie réflexion déjà sur à peu près tout ce que je viens de dire, sur la consommation en tant que telle, mais surtout sur les différents types de consommation, et puis évidemment d'éviter des pièges, parce qu'il y a des pièges qui sont tendus dans ce sujet. Le plus gros piège, il est évident, et en même temps, après réflexion, je me dis que c'est un piège, mais dont on pouvait éventuellement sortir dès l'introduction en précisant ce qu'on entend par là. C'est-à-dire, une décroissance, c'est pas une récession. C'est pas une croissance négative qui survient, entre guillemets, de manière exogène et qu'on va subir. C'est délibéré. C'est délibéré, c'est volontaire. Mais volontaire ne nous dit pas nécessairement qui l'impulse. Est-ce que c'est forcément l'État qui doit l'impulser et comment, donc quel objectif, etc. Donc évidemment, il ne fallait pas confondre le sujet avec la récession. Cependant, ne pas parler de récession eût été, à mon avis, une erreur. Pourquoi? Parce que une croissance négative subie nous permet de tirer quand même des leçons. Une augmentation de la dette publique, notamment une augmentation du chômage. On voit bien que quand il faut traiter de la question de la crise Covid ou de la crise de 2009, l'État est soumis à, on va dire, une pression démocratique pour qu'il soit très providentiel. Et il le fut en France en particulier énormément, avec les prêts garantis par l'État, le chômage partiel, etc. On voit les résultats en termes de dette publique aujourd'hui. Donc je pense qu'une des questions aussi à se poser, c'était si ces mêmes États souhaitaient lui-même impulser une décroissance, quelles en seraient les conséquences pour ses capacités à rester providentielles?
Évidemment, sa dette sera-t-elle Bien sûr. soutenable? Comment va-t-il financer cela? Et cetera. Donc c'est évidemment très compliqué à gérer, comme sujet. Voilà, je peux faire une pause si vous voulez, j'aurais énormément de Ah oui, choses à c'est dire. ça, Je mais suis pas pardon de t'interrompre, mais justement, quand on écoute et on le comprenait bien déjà, bon, enfin Frédéric, et moi, on est plutôt, sur la géo pour que le SH, mais on a l'impression qu'on aurait pu faire une introduction de 8 pages pour définir exact. précisément les différentes, subtilités sémantiques de chacun des termes et comment ils pouvaient s'articuler entre eux. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire des choix, dire: «OK, bah, je vais plutôt creuser tel ou tel sillon et je choisis délibérément d'écarter d'autres hypothèses du sujet». Comment on s'en sortait avec un tel sujet en 4 heures? Alors, je pense qu'il faut toujours respecter quand même les définitions dans leur acception originale, si vous voulez. Donc, quand bien même, je disais tout à l'heure, je trouve la notion très imprécise, j'ai expliqué pourquoi. À partir du moment où des auteurs ont décidé, comme Gortz ou en particulier, mais surtout par la suite Serge Latouche, parce que c'est surtout de lui Mmh. dont il va être question, de défendre l'idée d'une Mmh. décroissance, on va partir de, et en particulier, j'imagine, de Latouche, parce qu'à la différence de Gortz, c'est un économiste émérite, etc. Mais Serge Latouche, dans ses essais, traite de la modération de la consommation, si vous voulez, en des termes qui sont eux-mêmes, pardon, mais assez évasifs, en fait. Des besoins non nécessaires, évoluer en tandem avec l'environnement, ou des expressions comme celle-ci, c'est quand même pas très simple d'un point de vue économique à Bien définir. sûr. Ça reste un peu de la philosophie économique quand même. Mmh. Mais je pense qu'il faut quand même partir de là. Il faut exclure, à mon sens, la récession, le dire tout de suite, en précisant que ça ne nous empêchera pas de parler d'une décroissance entre guillemets subie, qui n'est pas la définition qu'on va prendre, pour juger des conséquences que cela peut avoir pour un État-providence, sachant que là, la question est quand même très importante, c'est pourquoi est-ce qu'un État-providence assumerait en fait son rôle providentiel aussi en prônant une décroissance. Et c'est pour ça que la question, à mon sens, doit ensuite traiter précisément des externalités négatives, c'est-à-dire décroissance de quoi? Ben, on imagine quand même que ce qu'on a plutôt envie de défendre, et c'est ce que la majorité des économistes de cette planète vont défendre, il ne s'agit pas de prôner une décroissance de tout. Il s'agit de prôner une décroissance de la consommation de ce qui génère des externalités négatives et ce qui risque de faire disparaître des biens communs. Il s'agit éventuellement de freiner l'investissement dans la production de tels biens et de Mmh. services qui vont générer des externalités négatives, mais inversement sans doute, et moi j'insiste beaucoup là-dessus parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on a beaucoup oublié dans beaucoup de manuels, c'est la mésoéconomie. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est éminemment macro, mais en le traitant sous un angle uniquement macro, donc la croissance globale, la baisse de la consommation Mmh. globale, on oublie complètement de traiter des branches. Or, c'est bien ce qui est en train de se passer là. Le retour d'une certaine forme de planification, presque à l'envers, si vous voulez, parce que la planification à la française, c'était déterminer les objectifs de croissance par branche. Je Oui, simplifie oui. un petit peu. Là, on a une sorte de regain ou de renouveau assez inattendu, d'une forme de planification, de décarbonation par branche. Moi, je trouve intéressant peut-être, hein, de souligner que décarbonation ne veut pas dire décroissance. Du tout. Ça peut vouloir dire beaucoup d'innovation, beaucoup de recherche de nouveaux progrès technologiques, donc beaucoup d'investissements aussi. Voilà, c'est vrai qu'un sujet, moi, c'est vrai qu'un sujet modération ou innovation, par exemple, est un sujet que j'avais en tête et que j'aime bien, euh, qui est beaucoup plus simple que celui qui a été donné là. Mais c'est vrai que l'aspect méso, qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui, et dans les anciennes universités, vraiment, on avait micro, méso, macro, a été assez délaissé, alors que je pense que la question des branches, des différentes formes de consommation est intéressante. Mmh. Ouais, c'est effectivement un sujet très riche, très passionnant. Il y a pas mal de questions, je te propose de les dérouler rapidement, alors on n'aura pas le temps de passer beaucoup de temps sur chacune, mais au moins rapidement. N'y avait-il pas, pardon, un livre de Georgescu Roegen intitulé «Demain la décroissance»? Je sais pas si tu vois? Alors,
Si, mais au départ, dans les années 70, j'insiste bien, c'est plutôt la croissance zéro dont il traite. Ouais. La décroissance plutôt née après. De mémoire, c'est André Gortz, je peux me tromper, hein, évidemment, parfois on retrouve un initiateur, mais qui avait utilisé le terme de décroissance la première fois. Zoé qui nous dit, était-il possible, salut Zoé, je crois que tu étais là aussi avec Cam, était-il possible de considérer la décroissance comme un ralentissement de la croissance et une croissance négative, ou c'était nécessairement la décroissance planifiée et voulue? Ouais, tu as un peu répondu. Alors, j'ai un peu répondu. Honnêtement, moi, je pense que ça va évidemment dépendre de votre capacité à argumenter. À partir du moment où vous diriez, voilà, il y a quand même une définition usuelle de la décroissance et on va dire c'est le sens commun accepté par une grande majorité. On est quand même obligé de s'entendre sur le sens des termes. Traiter le même sujet sur la récession, je pense, n'est pas tout à fait le sujet. Alors, là, c'est difficile de faire ça ce soir, là, après. Ouais, bien sûr. Non, mais bon, l'idée, c'est quand même de donner des clés au candidat. Après, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on dit à chaque fois avec Frédéric, tu prends un micro bout de ta dissertation et tu demandes si c'était pertinent. Bon, ça dépend de ce que tu as dit aussi par ailleurs. C'est très rare qu'on te dise non catégorique, c'était totalement hors sujet. Et ça dépend. Oui, pardon, Dimitri, je te coupe juste une seconde, mais en fait, encore une fois, j'insiste sur votre capacité argumentative. C'est-à-dire, si vous mettez 12 économistes aujourd'hui dans une pièce et que vous leur soumettez le sujet, je ne pense pas m'avancer beaucoup en disant que ça va être assez vite la foire d'empoigne. Sur le sens des termes, le sens à donner aux termes, est-ce que parce que certains ont défini comme ça, on est obligé de tous penser qu'on va continuer de le définir comme ça en 2023 ? Ça se discute, et si vous le faites bien en intro et que vous êtes convaincant, voilà. Après, il faut savoir rester dans les bornes du sujet. Là, le sujet, il est quand même de toute façon très lié au caractère providentiel de l'État. Oui. Un des autres pièges, c'était de se focaliser sur la décroissance seulement, alors que les deux notions sont complètement liées. Ouais, le sujet n'est pas la décroissance, c'est une notion pertinente. Oui, c'est ça, mais c'est ce que tu disais quand tu disais c'est presque la philosophie économique, c'est que finalement la décroissance n'a jamais été observée nulle part dans le monde et dans aucune époque. Là où à l'inverse le sujet sur la puissance c'est quelque chose qui s'exerce au quotidien dans les rapports géopolitiques. Donc tout de suite le côté concret et très prosaïque de la notion fait que c'est tout de suite beaucoup plus facile de la définir. Là on parle de quelque chose qui reste encore de l'ordre de la théorie économique. Alors, donc j'ai considéré la décroissance comme un ralentissement de la production ainsi que la limitation des externalités négatives. Oui, voilà, ça c'est aussi un syntagme que tu avais utilisé, externalités négatives. Donc bon, je sais pas si tu veux... Oui, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que la question des externalités négatives est fondamentale. C'est quand même la raison principale, avec l'épuisement supposé des ressources. Alors quand j'utilise les guillemets pour supposer, c'est-à-dire que c'est une très ancienne question. The Coal Question, on la trouve déjà dans les années 1870, c'est Stanley Jevons qui nous dit le charbon va s'épuiser. On disait la même chose du pétrole, etc. Mais c'est pas tant ça la question. La question là, elle ne porte plus sur la question, je veux dire, sociétale aujourd'hui. Elle ne porte plus tant sur des ressources pour lesquelles on peut imaginer des formes de substituts, avec éventuellement des mesures, des normes, des règles assez coercitives, ainsi que de mécanismes des prix pour inciter à la substitution. C'est bien ce qui s'est passé au moment des chocs pétroliers, etc. Mais elle porte sur deux ressources en particulier, qui sont l'air et l'eau, pour lesquelles la question n'est plus tout à fait la même. C'est-à-dire qu'elle est sans doute un peu plus impérative, la notion de soutenabilité forte en ce qui concerne l'air et l'eau, et en particulier l'air avec le réchauffement climatique là, fait qu'à mon sens même, on ne peut pas traiter des matières premières comme on va traiter de la question de l'air et du réchauffement climatique et des émissions carbone. Ouais. Alors, encore quelques questions. Zoé, encore qui nous demandait est-ce que c'était hors sujet de parler de la décroissance comme la résultante, j'imagine, d'un cycle que l'État-providence, par le type de stabilisateur automatique, pouvait permettre de renouer avec la croissance. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Alors, je n'ai pas trop saisi la question. Alors, si la question est, mais est-ce que... Moi, je pense que c'est un point important du sujet. Si la question est, est-ce qu'on doit aborder la question de l'équité intergénérationnelle, la réponse me semble être oui.
c'est un point très important du sujet. Est-ce que l'État serait providentiel aujourd'hui en prônant une certaine forme de décroissance, je répète, peut-être pour certaines branches, certains types d'activités ou de la consommation de biens, avec dans l'idée de changer de modèle de croissance et de la tourner davantage vers moins d'externalités négatives et davantage de positives dans le futur, et donc pour renouer avec une croissance future, je pense que c'est possible. C'est pour ça que j'avais posé la question de mais quel est l'horizon temporel de la décroissance? Est-ce qu'on nous le dit, en fait, c'est décroissance pour toujours, mais donc au bout d'un moment, on ne produit plus rien du tout? Ou est-ce que c'est pour une période donnée, dans une fenêtre de temps, de manière à bénéficier des innovations qui pourraient nous permettre de moins carboner? Est-ce qu'on va en avoir le temps? J'ai bien peur que non, mais j'espère que oui. Je pense que ça aussi, ça intéressera le acteur. Alors une question là très claire. Est-il pertinent de faire une distinction entre une croissance à l'échelle nationale et internationale? C'est une question intéressante. Je ne veux pas l'éluder, mais moi, je me la suis posée quand j'ai appris le sujet, parce que j'utilise toujours une méthode qui est très simple, quand, où, quoi, comment, qui. Voilà. Est-ce que c'est un sujet qui, je vous l'ai dit un tout petit peu tout à l'heure, est-ce que c'est un sujet international, nécessairement mondial, voilà, qui devrait, entre guillemets, décroître avant d'autres? Est-ce que certains doivent servir de modèle ou d'exemple avant d'autres parce qu'ils ont généré beaucoup plus de gaz à effet de serre, par exemple, pour faire simple, en termes de stock, historiquement, alors qu'aujourd'hui, certes, ils les réduisent, mais en termes de flux, ce sont d'autres pays qui les génèrent. C'est, encore une fois, les correcteurs, et Frédéric le disait très bien tout à l'heure, ils sont pertinents, ils sont là pour lire, écouter. Ils peuvent ne pas être d'accord avec ce que vous dites, mais à partir du moment où vous le dites bien et que vous êtes convaincant. Moi, j'ai souvenir d'une réunion à l'ESSEC où, sur la guerre des monnaies, je me souviens, le concepteur avait dit, voilà, il y avait une idée à laquelle on ne s'attendait pas du tout, et on l'a trouvée très bonne, et était bien défendue. Voilà, n'oubliez jamais ça, vous, les préparationnaires, ce que Frédéric le disait tout à l'heure, ce qu'on attend, c'est le respect absolu du sujet. En même temps, le sujet, c'est un noyau dur, et parfois, bah, on peut sortir de ce qui est attendu à partir du moment où on l'argumente bien. Il n'y a pas de raison, ouais. C'est des gens tolérants et ouverts qui vont vous corriger. Oui, et puis alors je sais pas si Clémentine pensait à ça, mais j'imagine que la question sous-jacente aussi, c'est de se dire, bah, décroître tout seul, c'est bien gentil, mais si les autres croissent à côté, ça ne fait pas forcément sens. Et bon, voilà, c'est peut-être aussi une question qui est... Alors, si c'était le sens de la question, oui, évidemment, bien sûr. Ouais. Alors une autre question, là, bon, allez, on va aller rapidement aussi parce qu'il y en a beaucoup. Pouvait-on défendre l'idée que la décroissance permettrait de lutter contre la crise de l'État-providence? Ah, ce serait même une solution. Bon. Ben, écoutez, si vous avez Blanchard et Tirole qui font état de 3 bombes à retardement. Ils ont un peu édulcoré l'expression maintenant dans l'essai, à la différence du rapport, ça s'appelle des défis, des grands défis. La question est-ce que la décroissance peut conduire l'État à être providentiel pour faire face à une population qui vieillit? Est-ce que c'est une solution pour qu'il soit providentiel pour éviter l'accroissement de la pauvreté et des inégalités? Est-ce qu'il est providentiel pour éviter le réchauffement climatique? Ça me semble fondamental pour le sujet. Est-ce que c'est vraiment la décroissance qui va permettre de faire face au vieillissement, au réchauffement climatique et à l'accroissement de la pauvreté? Étant entendu que les pays les plus pauvres sont ceux qui vont souffrir le plus du réchauffement climatique, en tout cas avant les autres, et les populations les plus pauvres dans ces pays les plus pauvres. Voilà, je pense que je viens de soulever des questions auxquelles je ne vais pas apporter de réponse là, mais qui étaient des questions importantes à soulever. Alors ensuite, bon, on en a parlé au tout début du live. C'est manifestement un sujet qui suscite beaucoup de... Ouais, oui, ah bah, oui, je pense que beaucoup de gens ont galéré sur ce sujet, hein. Bon, c'est quand même ce qu'on avait plus ou moins déduit quand on a posé la question sur Instagram. Voilà, c'est ce que je te disais. Bon, les situations étaient un peu désarçonnées. Bon, alors là, bon, je pense que la question n'était pas sur la faute de frappe, mais sur la majuscule. On est d'accord que c'est une erreur du sujet, a priori, cette majuscule. Je vois pas d'autre explication. Honnêtement,
Je préférerais parce qu'il y a un tiret entre État et Providence. Donc voilà, c'est une expression très convenue, État-providence avec un tiret. Bon. Là, je pense que ce serait malvenu de jouer avec les nerfs des étudiants comme ça. Non, mais là, il faut rasoir d'Occam, hein, c'est pas la peine d'aller chercher quoi que ce soit. Il y a eu un truc un peu bizarre, oui, non, c'est une faute de typo, Ouais, voilà. Bon, ok, on est d'accord. Est-il intéressant de dire que l'État-providence doit prévenir la décroissance en troisième partie? C'est toujours pareil, ça dépend de tes deux premières parties, mais je ne sais pas si tu veux réagir en particulier sur cette question. Je pense que en troisième partie, évidemment, je reprends ce que je disais un petit peu tout à l'heure, l'État va sans doute rester providentiel en créant les conditions d'une décroissance, c'est-à-dire d'une réduction de la consommation et donc de la production de biens et de services qui sont ceux qui génèrent des externalités négatives et qui sont ceux qui épuisent le plus le capital naturel, voire le capital humain d'ailleurs, tout en prônant et mettant en place les conditions d'innovation et d'investissement dans des branches qui, au contraire, vont générer des positives et éventuellement, justement, permettre de beaucoup mieux gérer l'épuisement des ressources et les dépenses de santé, l'accroissement d'inégalités que cela peut induire. Allez, quelques toutes dernières questions. Alors, Théophile qui nous dit qu'il aurait bien aimé tomber sur la France. Bon, voilà, on revient sur le sujet de Chaoupo. Romain qui nous dit, peut-on définir la croissance comme le ralentissement de l'activité économique, réduction de la consommation et de la production? Un peu... Enfin, j'imagine que oui, peut-être un peu, comment dire, incomplet. On revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, c'est le problème de la notion de décroissance, c'est pour ça que j'ai dit que ça, c'est très compliqué à gérer pour des étudiants, je trouve, parce que le risque, c'est soit on bascule vers du café du coin en termes de discussion sur la décroissance, c'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi on parle. Encore une fois, je répète cette question, décroissance, mais à quel niveau? 0,1, 10%. Ouais. La décroissance de quoi précisément? Et qui décide? C'est-à-dire dire qu'il y a des besoins nécessaires, d'autres non nécessaires. Ça, c'est une réflexion. Oui, voilà, c'est ça, il y a cette notion-là qui est assez floue. Ouais. Mais qui définit cela? Ouais. Voilà, il y a beaucoup de myopes et de gens qui voient mal dans ce pays, et dans tous les pays du monde d'ailleurs, pardon. On fait des lunettes avec de l'acier, du verre, donc du sable aussi, de l'eau. C'est de la croissance et en même temps, heureusement qu'elles existent, sans quoi on aurait peut-être un tiers de la population qui ne verrait pas grand-chose. Oui. Voilà. Frédéric Akias. Bon. Oui, absolument. Pas cette décroissance-là, bien sûr. J'ai une question. Alors, venons d'un A. À quoi servent les documents avec le sujet et sexe s'il n'y a pas de carte? Alors ça c'est pour toi, Frédéric, cette question. Ah oui, non, mais les documents visent plusieurs choses. D'abord, un petit peu alléger vos mémoires. Je crois que s'il y avait un sujet sec, ce serait extrêmement discriminant, ce serait dur pour certaines personnes. Il est important quand même de pouvoir se dire, j'ai un petit tapis, quelques rappels de dates élémentaires, quelques textes. Évidemment, ce ne sont pas des commentaires de documents qu'on attend dans les copies, mais simplement, c'est, disons, en quelque sorte, quelques rappels, tout simplement. Quelques rappels. Oui, voilà. Afin on peut en faire fi, bon, c'est mieux de les lire quand même. Oui, absolument. Mais c'est pour être sûr de ne pas rater, disons, quelque chose de fondamental, même si, évidemment, les documents ne sont pas exhaustifs. Hein. Voilà, oui, faut-il le préciser. Mais je crois que tu as rappelé un peu la difficulté, la différence entre ces deux sujets. Hein, c'est que, comme disait David, on est avec la décroissance dans quelque chose qui est, pour l'instant, souvent d'ailleurs un peu nébuleux chez les auteurs, en tout cas très divergent. Alors nous, évidemment, dans la puissance, on sait ce que c'est, comme tu le disais, il y en a tous les matins, il n'y a qu'à allumer la télévision. Ouais, la décroissance, il y en a tous les matins aussi, mais simplement, on ne l'a pas expérimenté comme une politique concertée à l'échelle de l'État, de l'Europe, etc. Donc, c'est un sujet, comme disait David, il y a une part dedans de philosophie, c'est-à-dire de vision du monde, vraiment de Weltanschauung, quoi. C'est une certaine vision du monde, en fait. C'est très, très difficile. Des gens qui considèrent que c'est, de réduire un peu sa consommation de viande, prendre un peu moins l'avion, et puis la décroissance un peu plus dure. Et je crois que la seule candidate qui porte ça en France aujourd'hui, c'est Sandrine Rousseau, qui a fait un score, somme toute, assez médiocre aux élections. Et Serge Latouche, puisque David en parlait, était beaucoup plus radical. Hein. Absolument. Ouais.
Allez, bon, on va y arriver, messieurs. Parce qu'après, en plus, il y a les maths, hein, c'est ça, et après, ils vont gueuler, c'est les maths. Alors, donc, si on définit la croissance comme le ralentissement de l'économie mondiale, CF l'économie mondiale 2022, alors voilà, je comprends pas. La croissance mondiale au bord... Ah oui, d'accord, se référer... Ok, d'accord, pardon. Donc, se référer à la croissance mondiale au bord du précipice, qui remet en cause la vitalité de l'État-providence d'un point de vue financier. Oui, voilà, c'était écrit un peu en abrégé, mais on a compris. Je ne sais pas si tu veux réagir à ça. Bon, là, c'était plus une validation d'une certaine idée, on va dire. Prenons un exemple simple. La plupart des économistes, Christian Paulier, la commission Quinet, etc., sont en train de nous dire, voilà, un prix, c'est un signal et une incitation. Donc, le prix du carbone, c'est à la fois pour signaler, donner une information. Voilà, on a un vrai problème de raréfaction, il faut qu'on en ait tous conscience. Et c'est une incitation, puisque ce qui est coûteux, par définition, est mieux géré que ce qui ne l'est pas. La gratuité, c'est dangereux. Et ça donne une illusion de bien collectif parfois, alors que c'est un bien qui, en fait, va se raréfier rapidement parce que chacun le surexploite. Mais de fait, le fait qu'un prix apparaisse sur quelque chose qui est gratuit est quelque chose qui peut participer de la croissance. Tout simplement. Et puis je vais prendre un autre exemple. Si on baisse la croissance, le on étant toujours quelque chose d'abstrait ici, donc, l'État impulserait une réduction de croissance de 1%, etc. Ce qui n'est pas du tout ce qu'il fait, hein. Dimitri disait tout à l'heure, c'est pas ce qu'on fait. On veut décarboner, ça n'a rien à voir. Décarboner, c'est pas décroître. Mais il est possible de décarboner en décroissant. Mais si vous, entre guillemets, renoncez à un point de croissance, mais que de fait, ce point de croissance vous coûte des dépenses de santé de 2 points de croissance, vous décroissez pour rien, d'une certaine manière. Donc, il faut espérer, si vous voulez, qu'en réduisant de 1% la croissance, vous réduisiez de 2, 3, 4, 5, 6, ce que vous voulez, % les externalités négatives. Et dans ce cas-là, ça peut avoir une pertinence. Sinon, ça n'en a pas vraiment. Donc, non, c'est comme je vous le dis. Après, n'oubliez pas que le sujet, c'était l'État-providence, hein, et pas seulement la décroissance. Donc, je vois que tout le monde là ne parle que de décroissance, ce qui est normal parce que c'est le terme qui a fait peur. Mais il y avait une vraie réflexion, et là, c'est beaucoup trop court pour bien la mener, sur tout ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, un État providentiel, c'est un État qui redistribue, qui alloue des ressources ou les réalloue, mais en même temps, les États-providence ne fonctionnent pas tous de la même manière, ne sont pas tous financés de la même manière. Est-ce qu'il va conserver les moyens de ses ambitions s'il réduit la croissance, sachant que s'il réduit la croissance, il réduit aussi ses recettes fiscales, et dans une période où les taux d'intérêt sont plus élevés et la dette atteint bientôt 110-120%, c'est des sacrés questionnements en fait. Je pense que c'était une dissertation, pour finir sur des termes un peu pompeux, mais plus socratiques que beaucoup d'autres à mener. Ouais. Il faut apporter des réponses, mais ça reste un sujet pour lequel, honnêtement, les économistes les plus importants de cette planète n'ont pas forcément de réponses toutes faites. Ouais, bien sûr. Mais ce serait intéressant de voir si maintenant, dans la lignée, enfin, est-ce qu'il y a une sorte de lignée de sujets HEC sec comme ça, ou est-ce que c'était comme ça, une petite bouteille à la mer. Ce serait intéressant. Allez, peut-être la toute dernière question avant de passer aux mathématiques. Je vois David et Jean-Sébastien qui trépignent d'impatience. C'est eux qui demandaient donc, est-ce que la dette, c'était hors sujet? Là aussi, tu l'as évoqué rapidement. Selon moi, non. La soutenabilité de la dette, encore une fois, moi, j'aime pas cette question. Je vous le dis tout de suite. Est-ce que c'est hors sujet? Oui, il y a certaines choses qui sont totalement hors sujet parfois. La question de la soutenabilité de la dette n'est pas du tout hors sujet, puisque justement, quand on a une récession subie, on voit bien que c'est à chaque fois à ce moment-là que la dette rapportée au PIB a subi, c'est mécanique hein, forcément, une sorte de franchissement de palier rapide. Le début des années 90, où on va passer en gros d'un tiers à 60%, je parle de la France, hein, à 60%. La crise de 2009, on passe de 60 à 90, et avec le Covid, on passe de 90 à quasiment 120. Donc, évidemment, si on pratique volontairement une politique de décroissance, un des problèmes qui peut se poser, c'est d'aggraver encore le problème de la dette. Encore une fois, sauf à ce que cette décroissance génère une baisse telle
par exemple, des dépenses de santé induites par le problème environnemental, plus que proportionnel, si vous voulez, qui réduirait la dépense publique et donc la dette. Et donc là, ce que je viens d'essayer de faire, c'est de convaincre le correcteur que si j'ai envie de parler de la dette, là, c'est dans le sujet. Hugo qui nous dit que quand j'ai vu le sujet juste à la cantine de l'ESCP avec des amis ECV, on s'est tous dit heureusement qu'on n'a pas QB. Voilà. Je pense que c'est une magnifique conclusion. Peut-être, allez, pour conclure quand même sur une note légèrement plus sérieuse, est-ce que tu as un tout dernier mot? Donc, il n'y a plus qu'une seule épreuve de SH au concours, désormais, hein, pour les candidats. Voilà, est-ce que tu as peut-être un dernier mot, voilà, comment on se remobilise une fois qu'on est passé derrière HEC SEC? Alors, personnellement, je regrette qu'il n'y ait que 2 sujets, mais ça, c'est strictement personnel. De toute façon, quelle que soit l'épreuve, mon conseil est toujours le même. Une fois qu'une épreuve est terminée, on pense à la suivante, mais il faut oublier le plus vite possible celle qui est passée. D'une part parce qu'on est rarement, je parle des préparationnaires, très lucides sur ce qu'on a produit. Deuxièmement, qu'en fait, on n'est pas non plus lucide sur la manière dont un correcteur peut juger de votre argumentation. Donc, le nombre de personnes qui me dit depuis longtemps ouais, ça a bien marché, et qui finalement avait des notes moyennes, et inversement, quelqu'un qui pensait s'être planté et qui en avait une bonne, voilà, il faut laisser ça, c'est un peu comme en sport, quoi. Voilà, une épreuve est terminée, on passe à la suivante. Si on ressasse en permanence celle-ci, sachant qu'encore une fois, on n'est pas lucide pour le faire, on perd de l'énergie pour rien du tout. La seule chose que vous devez avoir en tête, c'est l'épreuve de demain matin. Je suis absolument d'accord. Hein. Tu sais, Dimitri, le concours, c'est un peu comme un 110 mètres V, mais un peu spécial. Un, il ne faut jamais se retourner, on perd du temps. Mais deux, même quand tu penses avoir fait tomber une EV, tu n'es pas sûr. C'est comme l'a dit David à l'instant, tu ne sais pas ce qu'ont fait les autres candidats. Et donc, on n'est pas apte à un concours à se juger en disant c'est bon, j'ai réussi, ou au contraire, c'est foutu, parce que ça va dépendre des autres. Et donc, comme disait David, in fine, hein, comme disait Nietzsche, hein, le remords, c'est comme pour un chien mordre de la pierre, ça ne sert à rien. Donc, il ne faut pas penser au passé, mais avancer. Avancer, croire en soi et avancer.